Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. On les appelle les grandes zones humides. Berceau d'une incroyable biodiversité, elles jouent un rôle écologique vital pour la planète. Une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. Au Canada, dans la baie de Fundy, suivre le rythme des marées permet d'effectuer un voyage fascinant depuis l'océan jusqu'à l'intérieur des terres. Ici, végétaux et animaux sont confrontés aux plus grandes marées du monde. À ces gigantesques marées, 5 fois plus élevées en moyenne que celles du reste de la côte atlantique, s'ajoute la rudesse du climat canadien. En hiver, des blocs de glace jonchent les plages et les vasières. Une épreuve de plus pour la flore et la faune sauvage qui résident ici. Mais dès le printemps, la baie redeviendra une étape de ravitaillement indispensable à la survie de certains animaux migrateurs. Située sur la côte est du Canada, tout près de la frontière américaine, la baie de Fundy est un bras de mer de 200 km de long et de 80 km de large. Depuis des temps immémoriaux, elle est soumise à un phénomène qui n'a pas d'équivalent sur la planète. Elle subit les plus hautes marées du monde, comprises entre 14 et 16 mètres. Deux fois par jour et en 6 heures et 13 minutes seulement, 100 milliards de tonnes d'eau s'y engouffrent à une vitesse moyenne de 40 km/h. En se propageant dans cet entonnoir, le phénomène est décuplé. L'onde océanique prend de la vitesse et se retrouve projetée vers le fond de la baie. La puissance des vagues se répercute jusqu'à l'intérieur des terres, provoque un mascaret sur la rivière Petit Kodiak. Ce phénomène de contre-courant est l'un des plus puissants de la planète. Il provoque une montée des eaux particulièrement importante à chaque révolution lunaire, tous les 27 jours. En ce début de printemps, les forêts côtières soumises à la fraîcheur des eaux de surface et à l'influence océanique humide sont enveloppées de brouillards fréquents. Au cœur de la forêt des brumes se cache le lac Bennett. Avec le retour des beaux jours, une famille de castors est sortie de sa torpeur. Il est temps pour ces ingénieurs de réparer leur bâtisse et de consolider leur barrage endommagé par les rigueurs de l'hiver. Grâce aux vastes zones humides qu'ils créent et entretiennent, les castors et leurs ouvrages favorisent l'épanouissement de la biodiversité. Les castors sont particulièrement bien adaptés à la vie aquatique. Leurs oreilles et leurs narines se ferment au contact de l'eau. Ils peuvent rester plus de 10 minutes en apnée. Une fine membrane leur protège les yeux et les poils plats qui composent leur fourrure
leur assurent une parfaite étanchéité. Les clairières humides et ensoleillées créées par le castor sont propices à une haute strate herbacée appréciée par l'orignal. En mars, le printemps s'installe doucement sur la baie de Fundy et la forêt des brumes. Dès le mois d'avril, la lumière devient plus présente et inonde les sous-bois. Cette forêt abrite des tourbières, des prairies marécageuses dont le sol est constitué d'un dépôt de matière végétale en décomposition qui retient le carbone. Dans cet écosystème très acide, seule une végétation spécifique prospère. Le drosera en fait partie. Cette petite plante se contente de ce terrain très pauvre en éléments nutritifs. Elle a trouvé une parade pour combler cette carence. Elle est carnivore. Ses larges feuilles possèdent de longs tentacules dont chaque terminaison est dotée d'un liquide visqueux et collant qui imite les gouttes de rosée ou de nectar. Dès qu'un insecte, mouche, moustique ou abeille se pose dessus, il s'y colle et s'y empêtre en quelques minutes. Le drosera n'a plus qu'à replier délicatement et lentement sa feuille sur sa proie. Sa digestion prendra alors quelques jours. Dans une prairie voisine, un chardonneret jaune se gave des graines de chardon. Signe que le printemps est bien là. Ces premières graines, riches en lipides, vont lui permettre de mener à bien son objectif. Nourrir et élever sa progéniture, bien cachée dans un nid douillet au cœur de la forêt des brumes. Depuis des millions d'années, l'océan poursuit inlassablement son œuvre. Lors de ses allers et retours, il a ciselé les rivages de cette baie, comme ici, à Hopewell Rocks. Simples îlots rocheux à marée haute, ils se transforment en véritables canyons à marée basse. Ces pitons rocheux sont un refuge idéal pour les faucons pèlerins qui surveillent à distance leur bien le plus précieux, leur progéniture. Ce petit rapace n'a qu'une seule obsession, manger. Et il sait le faire savoir à ses parents. Âgé de quelques semaines, il commence déjà à se débarrasser de son duvet de poussin. Ce jeune faucon est né au mois de mai, sur cette terre de légende. Pour le peuple indien Micmac, ces gigantesques marées sont l'œuvre des divinités et des animaux qui règnent ici. Le castor, obéissant au dieu Gloskap, qui voulait prendre un bain, construisit un barrage. La baleine, refusant que le flot des marées soit entravé, brisa le barrage en le frappant d'un coup de nageoire. Son geste causa de tels remous que l'eau continue encore aujourd'hui son flux et son reflux puissant. La baie de Fundy est restée l'un des derniers refuges pour les baleines à bosse, les rares baleines franches et d'autres espèces de mammifères marins. Mais désormais, elles sont menacées par l'accroissement du trafic maritime et la pollution. Moira Brown, biologiste, les étudie et mène un combat quotidien pour les protéger. Ce que vous voyez là, c'est leur première remontée à la surface après qu'elles se soient nourries.
Leur première remontée est toujours un peu plus exubérante. Elles ont besoin de respirer. Ah, elles sont très calmes à la surface. C'est un moment de repos après le déjeuner. Voici les marques. Ce sont des empreintes qui nous permettront de les suivre le reste de leur vie. Deux de ces baleines ont des vilaines cicatrices, comme si elles avaient été prises dans des filets. Ouah, droit devant! C'est spectaculaire de les voir en entier. La baie de Fundy est le principal endroit où de nombreuses espèces de baleines viennent se nourrir durant l'été. Mais ici, on peut voir aussi des baleines à bosse, des rocals communs et plus récemment, des grands cachalots. Il y a tellement de nourriture dans la baie de Fundy que la visibilité sous-marine est très limitée. Il y a beaucoup de plancton, de phytoplancton, de zooplancton dont les poissons raffolent. Et bien entendu, les baleines raffolent des poissons. La zone où nous nous trouvons actuellement est en fait appelée le bassin du Grand Manan. C'est l'endroit le plus profond de la partie inférieure de la baie. La baleine franche vient se nourrir ici de plancton appelé copépodes. C'est un plancton très riche en lipides, donc très gras. Et comme ces baleines peuvent atteindre une très grande taille, elles en ont évidemment besoin. C'est ici que le plancton est probablement le plus concentré. À cause des marées, avec le mouvement très dynamique de l'eau qui vient du fond, on obtient ces eaux qu'on appelle productives. En fait, c'est un peu comme une machine à laver géante. Dans son mouvement perpétuel, l'eau quitte à nouveau et seulement pour quelques heures la baie de Fundy. Nous sommes en juin, au tout début de l'été. Au fond de la baie, à Mary's Point et Johnson's Mills, la marée descendante découvre de gigantesques vasières de plusieurs kilomètres carrés. Et la vase est ici unique, une recette précise de limon et de sable. À cette saison, ce biotope est le paradis des mollusques et d'un petit invertébré qui ne vit qu'ici, la crevette fouisseuse. Et pour ces petits crustacés, la période la plus difficile de l'année débute. Ils sont la base du régime alimentaire de nombreux oiseaux de rivage. Grands chevaliers, pluviers semi-palmés et autres limicoles arrivent en nombre à la belle saison pour se régaler de cette microfaune. Au début de l'été, surgissent par centaines ces petits oiseaux venus du Grand Nord. Ils prennent possession de la baie pour fouiller la vase avec leur bec et se gaver de crustacés. À l'embouchure de la baie, sur les îlots de Grand Manan, les végétaux marins ont dû s'adapter au fort va-et-vient des marées.
Ces rochers sont le territoire du fucus, une algue solidement accrochée au rocher grâce à un pédoncule. Elle vit au rythme de la lune et du soleil. Submergée toutes les 6 heures par une eau salée et mouvementée avant de se retrouver à sec durant 6 heures, soumise à la déshydratation, à la pluie et au gel. La marée basse révèle ce qui est probablement à l'origine du foisonnement de vie à Fundy, de simples flaques d'eau. Exposées aux rayons du soleil, elles montent en température, offrant les conditions optimales pour la reproduction et la croissance des plantes, des crustacés et des mollusques. Ces flaques sont un refuge et une nurserie pour les larves et les alevins. Ces micro-organismes sont un maillon essentiel de la vie marine. Ils constituent une partie du plancton, indispensable à l'alimentation de nombreux coraux, anémones nudibranches et acidies. Profitant des conditions idéales de la baie, des larves de krill se sont développées en grand nombre. Malgré leur petite taille, ces crevettes sont essentielles à la survie des géants qui se donnent rendez-vous dans la baie. Début juillet, attirées par les grandes quantités de krill, les baleines à bosse sont au rendez-vous avec leurs baleineaux. Elles ont parcouru 3000 km depuis les Caraïbes pour profiter de cette nourriture abondante. Ces baleines à bosse peuvent peser plus de 30 tonnes et mesurer 18 mètres de long. Pour offrir un lait nourrissant à leurs petits, elles peuvent engloutir 2 tonnes de plancton et de krill chaque jour. Le temps d'un été, la baie de Fundy assure le gîte et le couvert à plus de 300 baleines. D'autres espèces migratrices viennent profiter des richesses de ces flots. Après plusieurs mois passés en haute mer, très loin des côtes, les petits clowns des mers viennent ici tous les ans poser pied à terre. Ces colonies de plusieurs dizaines de macaremoines s'installent sur l'île de Macassil, à l'entrée de la baie. Ils sont venus profiter de l'abondance de nourriture pour trouver une compagne et se reproduire. Et dans un cas comme dans l'autre, leur bec de perroquet joue un rôle essentiel. Il permet de transporter jusqu'à 30 poissons et servir d'arme de séduction. Les mâles qui possèdent le bec le plus coloré ont plus de chances de se reproduire. Lors de la parade nuptiale, on se frotte le bec pour séduire celle auprès de laquelle on passera fidèlement les prochains mois. Le macaremoine installe son terrier dans les talus herbeux ou sous les rochers.
Les parents se relaient ensuite durant 6 semaines pour aller pêcher afin de nourrir leur unique poussin. Un îlot voisin sert de reposoir aux colonies de phoques gris. Ils attendent patiemment la prochaine marée haute, le moment le plus propice à une pêche fructueuse. Si parmi eux, certains préfèrent se prélasser au soleil, d'autres font la planche pour n'avoir plus qu'à glisser dans l'eau au moment du flux. Ces phoques qui vivent au rythme des marées tirent un sacré avantage des courants ascendants de la baie de Fundy. Ces eaux poissonneuses sont la promesse de festins faciles pour ces animaux capables d'ingurgiter plus de 4 kilos de poissons chaque jour. L'été se prolonge paisiblement sur les plages et dans les lacs et les vasières. Les températures atteignent régulièrement les 40 degrés. La lune annonce une nouvelle marée et révèle l'entrée en scène d'un prédateur hors norme. Le grand requin blanc. Ce super prédateur apprécie les eaux peu profondes de la baie de Fundy. Il trouve ici tout ce qu'il aime, des eaux troubles et ses proies de prédilection, les phoques. La nuit, la silhouette du grand blanc hante la baie de Fundy. Au cœur de l'été, des balais aériens naissent au-dessus de l'horizon. Des bécassos semi-palmés arrivent par milliers de l'Arctique. Ils prennent possession de Fundy en grand nombre, pour une halte de quelques semaines seulement. Cette étape est pour eux un véritable enjeu.
Ils sont ici pour ingurgiter un maximum de nourriture et reprendre des forces afin de poursuivre leur migration vers l'Amérique du Sud. À marée haute, lorsque les vasières sont recouvertes, les bécassos font la sieste et leur toilette. Ils économisent leurs forces. Repos salvateur pour ces oiseaux de rivage qui ne doivent pas puiser dans les précieuses réserves d'énergie qu'ils sont en train de reconstituer. Le moindre gramme perdu avant le grand départ pour rejoindre leur aire d'hivernage peut leur être fatal. À marée basse, telle une petite armée, ils fondent en formation serrée sur la vase dénudée pour se gaver des crevettes fouisseuses et emmagasiner des forces pour leur prochain long vol. Ces rassemblements de plusieurs milliers d'individus leur permettent d'optimiser la détection des prédateurs. Cette fois encore, la baie de Fundy joue un rôle déterminant pour la survie d'une espèce. 75% de la population mondiale de bécassos semi-palmés s'arrête ici en été, dépendant largement de la ressource en crevettes fouisseuses. Diana Hamilton, professeure en biologie à l'université de Mount Allison, les étudie pour en comprendre mieux les mécanismes et protéger la baie. L'étude que nous réalisons actuellement est principalement basée sur l'observation des mouvements d'oiseaux dans la baie. Par exemple, un oiseau marqué ici va-t-il dans toute la baie de Fundy ou reste-t-il dans la même zone? Combien de temps va-t-il rester? Et que va-t-il manger? Les bécassos, comme un grand nombre d'oiseaux, vivent dans un large éventail d'habitats très diversifiés. Ils se reproduisent en Alaska, au nord du Canada et aux États-Unis. Ils passent l'hiver en Amérique du Sud et bien sûr, sur le trajet, ils ont besoin de s'alimenter. Il y a donc une véritable station d'alimentation à la baie de Fundy. C'est l'un des points de ravitaillement les plus importants sur leur route. Une fois qu'on a réussi à les attraper, on retire les oiseaux du filet aussi vite que possible. On les place dans des boîtes et ensuite on commence à s'en occuper. À chaque manipulation, il y a plein de petites choses à faire. Voilà le récepteur. Il faut d'abord l'allumer avant d'activer les bagues, sinon elles ne marcheront pas. Ça, c'est un transmetteur. On le clip sur les plumes arrière et on le colle sur le dos. Il ne pèse que 1,30 g, donc c'est extrêmement léger. On met aussi un petit drapeau blanc sur leurs pattes visibles de loin, pour que les gens qui aperçoivent nos oiseaux les prennent en photo, nous les envoient et nous disent « Oh, on a vu votre oiseau à tel ou tel endroit et à tel et tel moment ».
Nous prélevons aussi des échantillons de sang sur les oiseaux pour observer les isotopes stables. Les isotopes de carbone et de nitrogène, une fois comparés à ceux de leur proie, nous permettront de connaître ce qu'ils mangent. De par sa nature et ses marées extrêmes, la baie de Fundy offre une grande quantité de nourriture à ces oiseaux. La marée basse révèle des flaques de boue qui recèlent de nombreux invertébrés dont ils se nourrissent. C'est un super lieu de ravitaillement pour eux. Le faucon a choisi une position stratégique près de son nid pour pouvoir attaquer les colonies de bécassos. Après un bref instant de panique, la nuée d'oiseaux a repris sa posture de défense. Elle forme aussitôt une masse compacte qui permet à chacun de se fondre dans le groupe. Une stratégie qui assure une dilution du risque. Le faucon atteindra surtout les plus faibles. Ils font sur eux et les percutent de plein fouet à 110 km/h. En jouant aux autotamponneuses à grande vitesse, le succès est assuré. Le faucon pèlerin est réputé comme étant l'oiseau le plus rapide du monde en piqué. Bientôt adulte, le fauconneau a désormais besoin de manger 2 ou 3 petits oiseaux ou rongeurs par jour. Son plumage est presque parfait. Il a perdu son duvet et devrait être bientôt prêt pour son premier vol. La marée est au plus haut. Cette période estivale attire près des côtes l'une des plus grosses concentrations de homards de la planète. Le homard d'Amérique est le plus grand de tous. Il peut atteindre 1 mètre et peser 20 kilos. Solitaire et territorial, il ne supporte aucun intrus. Ce terrier protège son propriétaire des turbulences et de la lumière. Il n'a aucune intention de le céder.
La fin de l'été approche sur le Canada et sur la baie de Fundy. Les derniers rayons du soleil percent le léger voile qui enveloppe la forêt des brumes. Les orignaux sont des fidèles des zones humides. Avant que l'eau des lacs ne gèle, ils viennent en profiter. Ils aiment s'immerger durant plusieurs heures, pour se rafraîchir et pour se nourrir de plantes aquatiques. Le véritable péché mignon de ce cervidé. Ce jeune mâle se rassasie de feuilles de nénuphar. Il peut en avaler plus de 20 kilos par jour. Le temps presse. Il doit en profiter avant l'hiver, avant que l'eau du lac ne gèle. Ce plongeon un brin profite lui aussi des dernières faveurs de l'été sur le lac Bennett. C'est un habitué des zones côtières et des zones humides, souvent soumises au rythme des marées. Bientôt, il s'envolera pour le sud de l'Amérique du Nord. De son côté, l'orignal s'enfoncera dans la forêt des brumes. Les premières ondées annoncent l'arrivée de l'automne. Sur les falaises d'Hopewell Rocks, les faucons ont cessé de nourrir leurs jeunes depuis plusieurs jours. L'objectif des parents est simple, l'inciter à s'envoler pour commencer son apprentissage et lui apprendre à chasser. Pour les espèces migratrices, la fin de l'été sonne le temps du départ. 2 millions de bécassos semi-palmés prennent progressivement leur envol. Avant de pouvoir retrouver leur quartier d'hiver, ces acrobates du ciel vont effectuer un long périple de 4000 km. Ce marathon aérien vers le Suriname et la Guyane française se fera sans escale. Il durera 72 heures.
En l'absence de ces petits mais voraces prédateurs, le stock de crevettes fouisseuses de Fundy va pouvoir se reconstituer. Les baleines reprennent elles aussi la route du sud vers des eaux plus chaudes et riches en nourriture. Sous le regard attentif de ses parents, le jeune faucon s'envole enfin pour la première fois. La baie de Fundy est un site de ravitaillement unique pour les mammifères marins et les oiseaux de rivage, l'une des principales haltes migratoires régénératrices. Pour les animaux sédentaires occupant les zones humides de Fundy, il est temps de se préparer à affronter les rigueurs du climat canadien. L'eau du lac Bennett commence à refroidir. Les castors se gavent des dernières feuilles de nénuphar avant d'aller ramasser des provisions. Durant ces mois d'automne, ils vont se relayer sans relâche pour entasser des branches dont ils mangeront l'écorce durant l'hiver. Les puissants mouvements de flux et de reflux des marées de la baie de Fundy charrient une masse d'eau équivalente à celle de toutes les rivières de la planète réunies. En décembre, la glace et la neige s'invitent sur la baie de Fundy. Les températures négatives comprises entre -15 et -20 degrés parviennent à faire geler l'eau de mer. Disloqués par le va-et-vient des flots, des radeaux de glace vont évoluer au fil des courants et se fracasser contre les rochers désertés par les colonies de phoques. Mollusques et crustacés se sont profondément enfouis dans le sol pour fuir ce chaos
et vivre au ralenti. Sur les plages où résident les crevettes fouisseuses, l'eau se transforme en cristaux au contact du sol gelé. Après les agressions solaires, les algues fixées aux rochers doivent affronter le froid et les blocs de glace qui s'écrasent sur elles comme des bulldozers. Le fucus subit les affres de la glace, mais l'algue est extrêmement résistante. À marée basse, la vase, si riche en été, cristallise. Elle est désormais prise sous une épaisse couche de glace. Pour affronter les morsures du froid, les arbres et les plantes carnivores sont entrés en dormance. Les tourbières se retrouvent englouties sous plusieurs centimètres de neige. La plupart des animaux a migré. Sur le lac gelé des Castors, il n'y a plus âme qui vive. Dans la forêt des brumes, seuls les écureuils et les curieux geais bleus sont de sortie. Ces derniers se sont débrouillés pour cacher un maximum de provisions. Encore faut-il se souvenir de toutes ces cachettes. Cette pratique, qui favorise la germination des graines et des glands, profite ainsi à la forêt. Faute de plantes aquatiques accessibles, les orignaux se sont discrètement enfoncés dans la forêt. Parfaitement adaptés au climat rude, ils ont désormais revêtu un pelage dense et isolant. L'orignal se rabat sur l'écorce des arbres, beaucoup moins nutritive que les nénuphars, mais suffisante pour pouvoir passer l'hiver. Les chevreuils également partent s'installer pour la mauvaise saison dans les profondeurs de la forêt canadienne. Ils vont y trouver de quoi survivre. Écorces et bourgeons seront leur menu quotidien pour les mois à venir. Au printemps, ils reviendront profiter des richesses de la baie.
La baie de Fundy brasse quotidiennement 160 milliards de mètres cubes d'eau. Ces marées n'offrent pas uniquement l'un des spectacles les plus étonnants de la nature. Elles favorisent le développement d'une grande diversité d'écosystèmes marins et terrestres qui assurent chaque jour l'épanouissement d'une faune incomparable.